Mais les hommes, pour faire la guerre, ils seront où? Où seront les hommes pour faire cette guerre? On est aussi dans le cas d'une propagande de guerre, et que la propagande de guerre a notamment pour rôle de préparer l'opinion publique, de préparer les esprits. Mais quand ils se sont retrouvés face au feu déferlant de l'artillerie russe, ils ont fait caca dans leur couche. Parce que c'était pas la même guerre que contre des types en claquettes. D'un côté, vous avez le monde multipolaire, d'un autre côté, vous avez la soumission. Donc, ce sont deux visions du monde complètement différentes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien pour Kate TV. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission spéciale avec deux invités que vous appréciez beaucoup, autant que moi d'ailleurs. Il s'agit de Karine Béché-Golovko et Sylvain Ferreira. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle rapidement, Karine, vous êtes docteur en droit, enseignante à l'université de Moscou, juriste. Vous avez un blog qui s'intitule Russie Politics. On vous retrouve régulièrement sur RT France ou encore sur ODC TV avec Rachid Achachi, que je salue. Sylvain, vous êtes historien, essayiste spécialisé dans l'histoire militaire, écrivain, consultant télé. Vous avez aussi un blog qui s'intitule Veille stratégique et une chaîne YouTube du même nom. Alors au programme de cet entretien, nous allons revenir sur cette rencontre bilatérale entre Trump et Poutine avec un peu plus de recul et loin de toute spéculation. La guerre en Ukraine, avec plusieurs points, la percée de l'armée russe qui montre la domination de la Russie, un mot sur la mort de celui qui nous est présenté comme l'honnête homme politique, l'ancien président du Parlement ukrainien, Andrei Paroubi. On va revenir sur la réunion de la coalition des volontaires qui s'est tenue hier à Paris au moment où on enregistre, et puis notamment sur les déclarations toutes récentes de Vladimir Poutine. Et puis, si on a le temps, parce qu'on a 1h10 pour cette émission, on parlera de ce monde multipolaire qui est en train de se dessiner sous nos yeux au plus grand désarroi de l'État profond. Et juste avant de commencer, je voudrais rappeler aux spectateurs de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de mettre des pouces et de commenter. C'est ce qui boostera la vidéo. Et puis, cette émission est en partenariat avec la revue confidentielle de géopolitique profonde. Le numéro 27 est désormais disponible. Vous retrouverez entre autres un article de Sylvain Ferreira, comme chaque mois. Ce mois-ci, il est consacré, cet article, aux leçons militaires à Gaza. Toujours en géostratégie, le mensonge du MH17 abordé par Xavier Moreau ou encore l'hégémonie nucléaire israélienne par Pierre-Antoine Plaquevent. Vous retrouverez le lien en description sous la vidéo pour vous abonner au magazine. Bon, j'ai été très longue dans cette présentation, donc on va commencer tout de suite. J'aimerais vous demander à chacun quelles sont les conclusions, en quelques mots, que vous tirez de cette rencontre bilatérale entre Trump et Poutine, qui a eu lieu maintenant, il y a 3 semaines à Anchorage, en Alaska. Karine, pour commencer, si vous voulez bien. Je dirais que finalement, la montagne a accouché d'une souris. Il y a eu énormément d'attentes, il y a eu toute une mise en scène, et le but réel était en fait de faire plier la Russie. Pour cela, pour la conduire, on attendait entre guillemets un retour d'invitation avec Trump en Russie, et comme Peskov vient le déclarer encore aujourd'hui, pour l'instant strictement aucun signal n'est donné d'une quelconque possible venue de Trump en Russie, en tout cas à ce jour dans l'état des relations russo-américaines. On voit que finalement rien ne change, le conflit avance, l'armée russe avance, le front atlantico-ukrainien est toujours fourni en armes, en renseignements par tous les pays de l'OTAN, notamment par Trump, qui a abandonné en quelque sorte quand même l'image de ce Trump le pacifiste, et en-delà de quelques déclarations qui sont dénuées de quelconque action concrète derrière, finalement soutient parfaitement la guerre en Ukraine, parce que le but, c'est de conduire à la victoire de ce monde global. C'est pas de abandonner toutes les guerres et de conduire à une espèce de paix, on ne sait pas très bien laquelle, puisque si chacun parle de paix, personne n'ose préciser en fait de quel pays il s'agit, parce que quand il y a une paix après un conflit, normalement il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Donc c'est cette dimension de la question qui est généralement délicatement écartée par tous les commentateurs. Donc en gros, finalement, ça n'a pas changé la face du monde. Sylvain, votre analyse?
Ah ben moi, mon analyse, c'est que c'était une espèce de Yalta, mais à deux seulement. Il manquait la Chine pour que ce soit quelque chose de plus probant. C'était un pied de nez monumental à l'égard des idiots utiles de l'Union européenne pour leur montrer à quel point ils ne comptaient pour rien dans les grandes décisions du monde. Ça a été, alors bien sûr, de ce côté-ci du monde, on nous l'a survendu comme étant le fait que Trump se pliait aux volontés de Vladimir Poutine. On a vu des choses complètement délirantes chez les pseudo-experts des plateaux télé, nous disant que, par exemple, s'il était monté dans la même voiture avec Donald Trump, c'est que Vladimir Poutine était en train de lui rappeler qu'il y avait un compromat contre lui. Enfin bon, bref, des choses complètement folles. Or, la rencontre semble s'être déroulée de manière tout à fait cordiale. Bon, Vladimir Poutine a invité Donald Trump à venir. On verra dans combien de temps ce sera possible de voir Donald Trump à Moscou. Je pense qu'il y a quand même le temps avant que cette invitation se concrétise. Maintenant, comme c'était prévu, ce que les Américains cherchaient à travers cette rencontre, c'était pas simplement de discuter éventuellement de l'Ukraine, mais c'était de discuter de choses qui sont bien plus stratégiques pour eux, pour lesquelles notamment Vladimir Poutine a donné des signes de réchauffement avec le retour des entreprises pétrolières américaines qui sont les premiers soutiens de Donald Trump, notamment dans le projet pétrolier Sakhalin 1. Donc on voit que le plus important, ce n'était pas l'Ukraine, le plus important, c'était tout ce qui concerne le business, parce que Donald Trump en a besoin, parce que c'est ça qui lui permet de rendre des comptes à une partie des gens qui l'ont fait élire, et que l'Ukraine compte pour peu, malgré les grandes discussions, malgré les grandes palabres sur nos plateaux télé. Moi, je pense que ce dont on ne nous a pas parlé, qui est probablement le plus important, c'est tout ce qui concerne la circulation autour de l'Arctique, au niveau des marchandises, au niveau des droits de passage des navires, etc. Parce que ça, c'est le futur. Hein, c'est ce qui sera les enjeux stratégiques demain. Et donc, je pense que ça, on en entendra parler un peu plus tard, mais que c'était là le cœur de la négociation entre les deux chefs d'État. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Donald Trump est un homme d'affaires. Alors, ce qui s'est traité en coulisses, alors on ne sait pas si c'est réellement véridique ou pas. Ce sont des contrats d'affaires, des contrats énergétiques, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut se dire quand même, on peut voir cette rencontre bilatérale d'un bon œil, en se disant que finalement, Vladimir Poutine, il a quand même été largement isolé par tous les chefs d'État, notamment les chefs d'État européens depuis 2022, pardon, en quelque sorte, il a été ostracisé, et le fait qu'il y ait cette rencontre entre ces deux puissances, c'est tout de même une bonne chose. Est-ce qu'on peut le regarder de cette manière-là? Alors, il semblerait déjà que il faille faire un petit peu attention sur les termes que l'on utilise. Juste quand même pour un rappel historique, puisque nous sommes quand même dans une période de falsification de l'histoire assez phénoménale. Yalta était une rencontre entre des pays alliés. Actuellement, la Russie et les États-Unis ne sont pas des pays alliés, pour la simple et bonne raison que les États-Unis fournissent renseignements, missiles, guides, assurent le front contre la Russie. Donc, parler d'une rencontre entre Poutine et Trump comme d'un grand Yalta 2-0, 5-0, etc., effectivement, c'est très à la mode, mais c'est un abus de langage qui est extrêmement dangereux, puisque justement, ça diffuse une vision d'une configuration du conflit qui n'est pas réelle. Après, oui, il y a eu effectivement, il y a cette dimension économique qui, pour l'instant, est également plutôt unilatérale, parce que comme vous l'avez très justement souligné, Exxon revient sur le marché russe, mais pour l'instant, il n'y a pas de retour d'entreprise russe sur le marché américain. Donc, il va falloir voir dans quelle mesure ce jeu sera réellement gagnant-gagnant ou pas. À savoir si la dimension ukrainienne est secondaire ou première dans cette rencontre. Le but était en général de restaurer la question des relations effectivement entre la Russie et les États-Unis,
Mais on va dire quand même que toute la dimension économique dépend directement de la situation politique. Or, cette situation politique entre les deux pays dépend principalement de la zone de conflit qui, elle, est principalement entre ces deux pays, en Ukraine. Donc, tout est lié. Je dirais qu'effectivement, ce n'est pas que l'Ukraine, c'est évident, je suis d'accord, mais ça reste quand même le point central, parce que s'il n'y avait pas ce conflit en Ukraine, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas toute cette configuration géopolitique qui a conduit à ce conflit en Ukraine. Donc, il n'y aurait pas de problème économique derrière. Or, justement, le problème que cette configuration géopolitique existe, c'est que les États-Unis, à la tête de ce monde global, et l'arrivée de Trump en ce sens-là n'a strictement rien changé, puisqu'on voit très bien que tous les Européens sont à genoux devant lui, même s'ils râlent, même s'ils sont pas contents, mais ils sont à genoux. Et ils font exactement ce qu'ils veulent. L'arrivée de Trump n'a rien changé, et finalement, tous les deals se font aux conditions américaines. Donc, nous sommes quand même pas forcément dans une relation d'affaires, mais bien dans la question d'une relation géopolitique, d'une rencontre entre dirigeants de pays qui, certes, ont un comportement politique normal, à la différence de Macron et des dirigeants européens, mais qui sont des dirigeants de pays qui sont actuellement ennemis. Il faut quand même placer un petit peu le vocabulaire qui correspond à la situation aussi sur la table. Et sur votre dernière question en ce qui concerne l'isolement de Poutine, je ne sais pas qui est isolé en fait, parce que quand on voit la politique conduite par les pays européens, on a l'impression qu'ils sont quand même pas mal isolés par rapport au reste du monde, parce que à côté de ça, il y a toute l'Asie, il y a toute l'Afrique. Nous sommes plus dans l'époque de cet eurocentrisme qui pouvait dicter ses conditions au monde entier. Et il semblerait que s'il y a un mur qui se met en place, ce mur se met en place plutôt autour des pays européens qu'autour de la Russie, qui, elle, a énormément diversifié ses contacts, qui a une activité internationale énorme. Alors, certes, oui, elle n'est pas invitée à Paris, à Londres et à Berlin, mais à mon avis, elle s'en porte pas plus mal. Sylvain, vous voulez répondre à ma question et puis aussi à Karine aussi. Non, moi je pense que ce qu'il faut prendre en considération quand on parle de Donald Trump, faut pas voir les États-Unis encore une fois et son appareil d'État comme un bloc monolithique. Donald Trump est bienvenu pour régler des comptes déjà au sein de cet appareil politique aux États-Unis, et on l'a bien vu même avant son élection. Et là, enfin sa réélection. Et là, aujourd'hui, il est effectivement dans des situations où il doit faire face à des contradictions, en tout cas apparentes pour nous, mais qui finalement sont assez claires, où il essaye d'imposer sa volonté à des gens au sein de l'appareil d'État américain qui, eux, veulent continuer, bien évidemment, la guerre en Ukraine. Je pense notamment à tout ce qui tourne autour de la CIA, parce que ça intéresse leurs intérêts propres, qui, je le rappelle, ne sont pas ceux des États-Unis d'Amérique en tant que pays. Donc, on est dans une espèce de brouillard de compréhension entre ce que souhaite Donald Trump, une partie de son administration, ce que souhaite une autre partie de son administration. On l'a vu notamment entre les deux émissaires qui ont été envoyés successivement à Moscou. D'abord le général Kellogg et puis ensuite Steve Witkoff. C'est pas du tout pour chanter la même chanson, c'est pas du tout pour chanter les mêmes propositions à Vladimir Poutine. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est complètement distinct, et qu'on a affaire à deux systèmes de pensée de la politique américaine, et que pour le moment, Dieu merci, c'est plutôt la version de Steve Witkoff qui semble l'emporter, en tout cas par rapport à la Russie. C'est malheureusement pas le cas en ce qui concerne, par exemple, Israël. Mais là, au moins, on voit que les contradictions internes du pouvoir américain penchent vers une solution du règlement, et non pas du règlement au sens où il va y avoir une paix en Ukraine, mais du fait que l'Ukraine doit être abandonnée, lâchée par les États-Unis, parce que les États-Unis n'ont pas les moyens de poursuivre ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine pour pouvoir préparer une éventuelle, je dis bien très éventuelle confrontation avec Pékin. Alors, elle en a peut-être pas les moyens, les États-Unis, mais les États-Unis ont quand même négocié un contrat d'armement avec notamment l'Europe. On l'a vu quand Trump a reçu Zelensky et puis les chefs d'État européens, on va dire, cette coalition là des volontaires. Et puis là actuellement, là, selon les derniers jours, je vous ai vu, Karine, vous avez
tweeté, selon les paroles de Poutine, la Russie serait prête à coopérer avec les USA et l'Ukraine sur la station nucléaire de Zaporijjia. Donc ça veut dire que les États-Unis ne lâcheront pas l'Ukraine, ça. Et puis en plus, il y a les terres rares aussi qui les intéressent fortement, je pense. Karine, vous voulez réagir ? Oui, évidemment, il n'y a aucune volonté d'abandonner le conflit. Il y a en revanche, je suis d'accord avec vous, le fait de l'impératif de transférer le coût du conflit. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que avec Trump, et c'est là où il y a réellement un changement politique majeur, mais c'est la politique intérieure américaine qui finalement n'a strictement aucune influence sur les enjeux derrière, c'est que jusqu'à Biden, c'était pris en charge essentiellement, en tout cas en grande partie par les États-Unis, le coût de ce conflit en Ukraine. Actuellement, ils veulent le faire transférer sur les Européens. Et comme les Européens sont des pays qui sont, entre guillemets, des pays des territoires qui sont dominés, atlantistes, la question de savoir est comment eux vont s'organiser pour finalement devoir prendre en charge le coût de la guerre atlantiste en Ukraine contre la Russie afin de garantir les intérêts supérieurs atlantistes. Nous voyons Trump, ce pacifiste, businessman qui soi-disant aime pas la guerre, transformer le département de la défense en département de la guerre. Il y a quelques jours, il a donné ordre au Pentagone de remettre au goût du jour la doctrine Truman du containment contre la Russie. Donc, on peut pas dire quand même que ce soit une personne qui, à ce point, se moque éperdument des conflits. En revanche, effectivement, oui, il y a une approche différente si l'on considère, en tout cas à première vue, si l'on considère le conflit en Ukraine, le conflit entre Israël, et on peut également, dans cette logique, rappeler également la question du conflit en Arménie avec l'Azerbaïdjan et la Turquie derrière. Pourquoi ? Parce que se pose effectivement la question, et quel est le rôle de Trump ? Si on essaye quand même de sortir un peu du discours européen qui voudrait nous faire croire que nous avons un gentil Trump avec des méchants européens, c'est-à-dire un gentil pacifiste qui fait la guerre contre des méchants guerriers qui, eux, veulent pas la paix, en tout cas qui veulent bien la paix atlantiste. Donc ça reste quand même une espèce de boubli-boulgame qui se ressemble quand même beaucoup l'un et l'autre. On est confronté, je dirais, à quelqu'un qui, en tout cas personnellement, moi, comme constitutionnaliste, me fait penser à la politique qui était mise en place en France lors de la 4e République. C'est-à-dire, fonctionnellement, j'entends, une forme de rationalisation d'un système de gouvernance qui était devenu ingérable. À l'époque, il fallait rationaliser le parlementarisme, comme Trump doit rationaliser la gouvernance globale. Parce que, effectivement, les excès wokistes, les excès en tout genre ont fait que ce système était devenu incontrôlable, que les élites locales en Europe sont contestées. Donc, le système lui-même devient contesté, ce qui ne va pas dans l'intérêt des États-Unis. À la tête de ce système, et ça, avec Trump, à mon avis, en tout cas, n'a strictement rien changé. À partir de là, Trump est obligé de repacifier et de reconsolider ce territoire du monde global. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait logique, sa position par rapport à la Russie en Ukraine, par rapport à Israël ou par rapport à l'Arménie. Puisque si on prend la résolution du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ça rentre dans l'intérêt de l'OTAN. L'Arménie a capitulé, a transféré les terres et continue petit à petit à transférer tous les pouvoirs indirectement à l'Azerbaïdjan, donc derrière à la Turquie, avec des accords directs avec les États-Unis et l'OTAN. Deuxième aspect, Israël et la Palestine. L'intérêt du monde global, c'est Israël. Ils se foutent complètement de la Palestine. Donc évidemment, la guerre est toujours nécessaire tant qu'Israël n'a pas réussi à écraser et à défendre l'intérêt global qui est effectivement cette reconsolidation et exterminer toute voix qui pourrait être dissonante. Donc, on continue toujours dans la même logique. Et c'est exactement pareil en Ukraine. Le problème de l'Ukraine, c'est que c'est une guerre qui coûte beaucoup plus cher que Israël, parce que Israël peut assumer, en tout cas en partie, le coût de cette guerre. L'Ukraine est un pays factice qui n'assume strictement que dalle. Donc, se pose la question du transfert du coût sans absolument lâcher. Et la question que vous avez soulignée du contrôle de Zaporozhye montre que effectivement il y a un intérêt, mais au-delà de ce contrôle, il y a quand même un accord qui est en discussion, qui a été conclu plus ou moins quand même avec l'Ukraine et avec Zelensky, qui fait passer le territoire ukrainien sous contrôle américain. Pour que ce soit l'exploitation des ressources, impossibilité de juger
quoi qu'il se passe en Ukraine selon le droit ukrainien dès que les États-Unis sont touchés, puisqu'il y a une extraterritorialité juridique qui est mise en place, etc., etc. Donc non, je pense pas qu'il y a aucun abandon du tout du conflit en Ukraine, parce que c'est un conflit qui est central, ce n'est pas le seul, mais c'est un conflit central dans cette guerre qui existe entre d'un côté une vision du monde globaliste américano-centrée et de l'autre côté un monde multipolaire qui est plus ou moins défendu par la Russie comme elle peut avec quelques alliés. Donc il me semble que il est très très important de comprendre en fait la multidimensionnalité de ce conflit et surtout de pas tomber dans les illusions et les apparences qui sont mises en place, et elles sont nombreuses et elles sont importantes, et à ce jour malheureusement elles fonctionnent très très bien, notamment en Russie, puisqu'en partie la Russie dans son discours politique et médiatique officiel reprend aussi cet argument d'un Trump pacifiste qui serait à la tête d'un pays qui serait arbitre et non partie dans sa propre guerre. Donc, il y a quand même, à mon avis, ici une dimension communicationnelle et politique qui, pour l'instant, est complètement tenue encore par les atlantistes. La Russie essaye d'en sortir, mais le rôle des analystes aussi est, à mon sens, en tout cas, de faire la part entre l'illusion et la réalité. Est-ce que vous voulez répondre à Karine, Sylvain ? Moi, en ce qui me concerne, étant donné la situation du complexe militaro-industriel américain aujourd'hui, qui est complètement entré dans une phase depuis maintenant 3 ans, à peu près, 3-4 ans, de réorientation globale sur quasiment tous les grands projets d'armement, que ce soit pour l'US Air Force, pour la Navy et compagnie. La puissance américaine ne peut se déployer que quand elle a un outil militaire puissant. Aujourd'hui, cet outil militaire, il est donc en phase de restructuration, mais avec des coûts prévus qui sont exorbitants. Et donc aujourd'hui, ce que Donald Trump veut, c'est pouvoir imaginer que cette restructuration, qui devrait s'achever si tout se passe bien dans 10 ans au plus tôt, puisse avoir lieu. Donc aujourd'hui, on va continuer de vider quelques arsenaux. Là, on nous fait peur, encore une fois, avec l'arrivée des fameux missiles ERAM qui vont servir à rien, étant donné leur capacité technique vis-à-vis de ce que peut faire la défense antiaérienne russe aujourd'hui. On est dans une communication de la peur permanente pour nous dire que ça va tenir, ça va tenir. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne, dans sa situation, quels que soient les soutiens qu'elle peut encore avoir de la part des infrastructures de commandement et de communication de l'OTAN ou d'observation, elle est dans une situation qui est déplorable, et qu'on est plus proche de ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire d'une fin militaire version Sud-Vietnam en 1975 qu'autre chose. Et donc Donald Trump, dans cette configuration-là, il a besoin d'arrêter les frais, parce que sinon, il n'aura pas assez de moyens pour pouvoir mener à bien les réformes qui doivent être entreprises. Et je dis ça en étant vraiment au cœur du problème, puisque je suis en train d'écrire pour GP, pour Géopolitique Profonde, un livre sur l'état des forces armées américaines aujourd'hui et leurs projections dans les 10 années qui viennent. Et j'ajoute à ça, puisque ça c'est le grand oubli en permanence, c'est que on sait désormais qu'aujourd'hui, 78% des matériels américains essentiels de toutes les branches des forces armées américaines dépendent de minéraux rares que seule la Chine leur vend. Donc ça veut dire que demain, Pékin décide d'arrêter, c'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait avec l'histoire des missiles THAAD pour la défense antiaérienne d'Israël, ils décident de ne plus fournir ces minéraux rares, il n'y a plus de missiles THAAD aux États-Unis, puisque là déjà, rien qu'avec ceux qui ont été utilisés en Israël pendant 12 jours, les États-Unis estiment qu'il faudra 5 ans pour remettre le stock au même niveau qu'il était au début du mois de juin. 5 ans. Juste en ayant tiré 15% du stock. Donc la puissance américaine aujourd'hui, c'est comme d'habitude, et c'est pour ça que Donald Trump est très bien dans son rôle, c'est de la com, c'est du show, mais derrière, il n'y a plus les moyens de cette puissance, parce que vous avez une US Navy qui aujourd'hui, c'est ce que les Chinois leur ont encore fait comprendre il y a 2 jours, elle est à la merci de tous les missiles hypersoniques que seule la Chine ou la Russie sont capables de déployer aujourd'hui.
Donc, on voit bien en mer Rouge et dans le golfe d'Oman à quel point les porte-avions américains se tiennent très loin de la côte yéménite parce qu'ils savent que vraisemblablement les Chinois ont donné au moins un missile hypersonique anti-navire à Ansar Allah. Donc tout ça, comme d'habitude avec les Américains, c'est le monde Potemkin, c'est-à-dire on a une grande bouche, on fait beaucoup de batelage, mais derrière la réalité, c'est que il y a quasiment plus de munitions d'artillerie qui sont produites en nombre, il y a quasiment plus donc d'efficacité sur les chars de combat. Je rappelle, le char de combat américain aujourd'hui, entre sa création et son déploiement encore aujourd'hui en Ukraine pour les exemplaires australiens, eh bien, il y a un temps qui est plus élevé que le temps qui s'est écoulé entre la création du char Sherman et sa mise au rebut au cours des années 50-60. Donc, on est dans des moments où l'armée, où les forces armées américaines n'ont plus aujourd'hui les moyens de faire cet hégémon qu'ils ont fait pendant quasiment 70 ans sans trop de problèmes. Alors avant de parler de la situation sur le terrain et de parler plus d'un point de vue militaire, une dernière question à ce sujet. Après les rencontres entre Trump et Poutine et Trump et la coalition là, des volontaires, on a annoncé une rencontre tripartite. À votre avis, est-ce qu'elle aura lieu, cette rencontre entre Zelensky, Poutine et Trump ? Juste, si je peux rebondir rapidement sur l'excellente présentation de l'état désastreux des forces armées en Occident actuellement, justement pour appuyer ce que vous dites. Je voulais attirer votre attention sur un aspect, c'est la question aussi de la qualification de ce conflit, dans le sens où nous ne sommes pas dans un conflit court, de haute intensité, comme c'était le cas Première, Seconde Guerre mondiale, et comme vous le dites très justement, de toute manière, les forces armées occidentales n'en ont absolument pas les moyens, objectivement aujourd'hui, parce que la désindustrialisation qui a touché nos sociétés depuis au minimum une trentaine d'années, voire une cinquantaine d'années, a fait des dégâts en Occident aussi, et notamment aux États-Unis. À partir de là, se pose la question de la qualification de ce conflit, et ce que vous expliquez, en fait, tente à comprendre que nous sommes effectivement dans un jeu qui se passe à plusieurs niveaux, et notamment la dimension communicationnelle n'est pas à négliger totalement, même s'il ne faut pas non plus la surestimer, parce que c'est vrai que le show de Trump, au bout d'un moment, ça commence à être absolument indigeste, mais il y a une réelle volonté derrière de gagner du temps, parce qu'il y a besoin de reconstituer les stocks, parce qu'il y a besoin de remettre en phase certains mécanismes qui, sans remettre en cause la globalisation sur le fond, qui s'appuie sur la désindustrialisation, puisqu'elle s'appuie sur la faiblesse des États. Et un État industrialisé, c'est un État fort. Donc il y a ici une contradiction interne à ce système. Il faut relancer une certaine production, ce que le secrétaire général de l'OTAN a déclaré d'ailleurs, en disant que même si on arrive à la conclusion d'un accord de paix, entre guillemets, sur le front ukrainien, de toute façon la Russie reste l'ennemi fondamental, et il faut continuer à industrialiser les pays européens qui doivent, en tout cas industrialiser sur le plan de l'armement, parce qu'il faut reproduire des armes. Donc nous sommes bien dans une autre configuration du conflit, et ça a été compris en Russie par un analyste, Andrei Ilnitsky, qui était en tout cas conseiller du ministre de la Défense jusqu'à il y a 2 ans à peu près, et qui expliquait très très bien dans ses articles, il fait partie du ministère de la Défense, que nous sommes dans un conflit de longue période, et qui va alterner, et qui alterne déjà, comme on le voit, des périodes de haute intensité avec des périodes de calme apparent en tout cas, mais ça ne veut pas dire que le conflit soit terminé, ça veut dire simplement qu'il y a une certaine pause qui se met en place, et les forces se reconstituent. Et on voit bien effectivement que ça illustre parfaitement ce qui se passe actuellement en Ukraine, parce que objectivement, il y a une différence fondamentale entre la volonté qui est de gagner, notamment de gagner sur le front militaire, et les possibilités objectives que vous décriviez très justement, et qui sont effectivement pas du tout à la hauteur des attentes. À partir de là, ça rebondit sur votre question sur cette rencontre tripartite. Cette rencontre tripartite entre dans le jeu de la politique de communication de la pause. C'est-à-dire que on va passer beaucoup plus de temps à en parler, et c'est ça l'intérêt. Parce que pendant qu'on en parle, il faut faire des gestes entre guillemets de bonne volonté. On connaît ça dans le vocable russe de la communication politique. Il faut montrer patte blanche, il faut etc. etc. Donc ça permet de gagner du temps.
En soi, cette rencontre n'a strictement aucun intérêt puisque de toute manière, l'Ukraine est l'objet et le lieu du conflit. Elle n'est pas le sujet. Donc, que Zelensky ou Zaloujny ou n'importe qui remplacera Zelensky derrière, ça n'a aucune importance. Soit présent, ne soit pas présent, c'est pas ça qui va permettre de résoudre le conflit. Le conflit, il faudra réellement le résoudre. Il sera résolu lorsque soit il y aura un nouvel équilibre des forces entre les deux parties au conflit, ce qui permettra en tout cas de geler pour un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait un déséquilibre qui arrive à l'intérêt, à l'avantage de l'une des deux, ce qui relancera alors le conflit objectivement, soit par la disparition d'une des deux parties au conflit. Autrement, un conflit ne se règle pas. Et c'est pour ça que ces derniers temps, dans ces conflits entre guillemets postmodernes, ils ne se règlent jamais. Parce qu'ils sont bloqués, ils sont gelés par des mécanismes diplomatiques, des mécanismes communicationnels qui permettent d'attendre. On l'a vu avec la Syrie il y a pas longtemps. Ce conflit qui était soi-disant gagné par Assad, il restait juste une petite poche. En fait, il n'a été que gelé. À partir du moment où la configuration a pu être changée, notamment grâce à l'intervention d'Israël, dans ce cas-là, le régime d'Assad a été écrasé et le système en Syrie est tombé. Donc, c'est bien exactement ce qu'expliquait cette analyse de cet analyste russe, c'est que les conflits sont gelés en attendant qu'une certaine configuration se mette en place derrière pour être repris. Et finalement, à terme, il sera bien finalisé. Sylvain. En moi, l'histoire des réunions tripartites avec Zelensky, pas Zelensky, etc. C'est le show de communication pour occuper effectivement l'espace médiatique, parce que simultanément, parce qu'il faut jamais oublier que ce genre de choses est posé sur la table quasiment systématiquement, pas tout le temps, mais presque, au moment où sur le terrain militaire les opérations s'accélèrent en faveur de l'armée russe. Voilà, on occupe le téléspectateur occidental en lui disant regardez, ces méchants Russes, ils veulent pas recevoir Zelensky, etc. Poutine, c'est le méchant, c'est l'ogre. Reprenons la terminologie de notre grand chef d'État que le monde nous envie. Voilà. Et pendant ce temps-là, généralement, c'est au moment où l'armée russe est en train de gagner des positions de plus en plus avantageuses sur le terrain militaire. Donc, on évite du coup de parler de ça et on nous parle de ces histoires qui n'ont aucun sens. Parce que de toute façon, puisque j'évoquais le cas sud-vietnamien, le cas sud-vietnamien est une parfaite illustration de tout ça. Qui se souvient du nom des dirigeants sud-vietnamiens pendant la guerre du Vietnam? Personne. C'est les États-Unis qui contrôlaient le pays, c'est les États-Unis qui menaient la stratégie militaire, et malheureusement, il y avait certains généraux sud-vietnamiens qui étaient des patriotes convaincus, qui étaient des anticommunistes convaincus. Ils sont passés, mais alors plus que dans les oubliettes de l'histoire, et tout juste les a-t-on pour certains évacués en précipitation en avril 75 pour les ramener en Californie. Donc voilà, donc là Zelensky, comme tous les autres politiciens ou mafieux ou les deux, je sais plus comment faut les qualifier en Ukraine, leur sort finalement n'importe peu. C'est ce que décidera les États-Unis ou pas. Voilà, c'est tout. Enfin, ce que décideront les États-Unis ou pas, et c'est tout. Et pour moi, telles que les choses sont configurées aujourd'hui, ça se terminera par une capitulation de l'Ukraine, une partition telle que l'a évoqué Vladimir Poutine dans son interview avec Tucker Carlson, et puis ce sera terminé. Voilà, les Polonais seront contents, ils récupéreront la Volhynie, les Magyars récupéreront leur minorité ethnique, les Roumains aussi, et puis il restera quelque chose, je sais pas, à Kiev peut-être, et puis ce sera terminé comme ça. Parce que vu comment s'agitent les Occidentaux et que Trump n'arrive pas à se défaire de ce sparadrap qui lui colle au doigt, eh bien, il laissera l'armée russe faire son travail. Et puis voilà, c'est tout. Ça n'ira pas plus loin. C'est en tout cas ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux sur le front militaire. Alors, vous en faites l'analyse quasi quotidienne, Sylvain Ferreira, sur votre chaîne, et on voit bien que sur la carte, l'armée russe est en train de prendre du terrain. L'armée russe est arrivée au centre de Kupiansk. Pourquoi c'est une victoire déjà? Et est-ce que ça va dans ce que vous annonciez il y a quelques jours que l'objectif était d'arriver à Liman? Finalement, ils ont franchi cet objectif. Pourquoi c'est une victoire d'arriver au centre de Kupiansk pour l'armée russe?
c'est symbolique. Bon, c'est tactiquement, c'est important parce que ça va couper tout un tas de soldats ukrainiens qui sont dans une poche depuis des mois maintenant sur la rive orientale de l'Oskol. Mais c'est surtout que ça démontre comment la stratégie russe qui a été mise en œuvre le 10-12 août avec cet assaut au nord de Pokrovsk a provoqué ce qu'on appelle dans le jeu d'échecs un zugzwang, c'est-à-dire que ça a mis l'armée ukrainienne, qui a perdu toute réserve stratégique en faisant son idiotie monumentale l'année dernière d'attaquer le blast de Kursk, et qui a gommé donc ainsi toutes ses réserves stratégiques, puisqu'elle a engagé ses meilleures unités en termes d'hommes, de matériel, etc. Donc aujourd'hui, au milieu de l'été 2025, les Russes savaient que l'armée ukrainienne n'avait plus de réserve stratégique. Donc, elle a contraint l'armée ukrainienne à faire de telle sorte qu'elle va devoir dégarnir son front ailleurs pour renforcer un endroit qu'elle ne peut pas perdre. Donc aux échecs, c'est en gros, vous risquez d'être mis échec et mat à un moment donné, on vous attaque, vous vous défendez, mais le fait de vous défendre va continuellement déprécier votre situation et vous allez quand même finir par être échec et mat. Eh bien voilà ce qu'a réussi l'armée russe là depuis le milieu quasiment du mois. Et du coup, comme prévu, les Ukrainiens, alors à grand renfort de communication, ont investi le corps Azov dans la région de Pokrovsk pour limiter la casse dans un premier temps. Ça n'a pas suffi. Ils ont dû dégarnir le front à Soumy et ailleurs. Sierski, qui est quand même un peu la tête ailleurs, puisque son papa est à Moscou, dans une des meilleures cliniques de Moscou, pour faire soigner ses problèmes de cancer du cerveau, et que lui, il paye pendant ce temps-là. Donc, il est un peu occupé par ces choses-là. Faut jamais oublier de le souligner. Sierski a enlevé des troupes ukrainiennes un peu partout sur le reste du front. Ça a donc affaibli ces autres endroits, et les Russes en ont profité à Kupiansk, à Liman, à Chassovia. Ils en ont également profité, semble-t-il, depuis le début de la semaine à Seversk. Et en plus, ils viennent de relancer des offensives dans le secteur d'Orikovo, dans la région de Zaporozhye. Donc, en fait, le piège, il est en place et il va continuer de se mettre en place comme ça jusqu'à ce que les Russes continuent leur progression. Et surtout, parce que c'est la stratégie globale de l'armée russe, provoque une attrition de plus en plus exponentielle des effectifs et des matériels de l'armée ukrainienne. Karine, vous voulez réagir ? Oui, tout à fait. Et on voit effectivement un changement au niveau de l'armée russe, mais un changement également au niveau politique, parce que l'armée, c'est un instrument qui est mis en œuvre aussi en fonction de la volonté politique qu'il y a derrière. Et ici, nous voyons cette transformation d'une armée de temps de paix petit à petit en armée de temps de guerre qui est beaucoup plus efficace. Et ça se voit d'ailleurs sur le terrain. Notamment, il y a énormément aujourd'hui d'affaires pour questions de corruption. On a vu énormément de scandales. Vous rappeliez les incursions de Kursk. Au-delà de la question de la stratégie d'affaiblissement de l'armée ukrainienne, il y a quand même eu aussi des scandales liés au fait que toute une partie des financements, et ce sont quand même des financements importants, qui avaient été mis en place afin de développer des défenses, des lignes de défense dans les régions frontalières, que ce soit dans la région de Kursk ou dans la région de Belgorod, ont servi bizarrement à développer le patrimoine personnel de certains hauts responsables militaires et civils de ces régions. Or, on voit que actuellement, il y a énormément d'affaires pour corruption qui sont ouvertes et ça lance un signal également fort aussi à ces militaires qui étaient des militaires de temps de paix et qui comprenaient pas très bien que finalement il y avait une guerre, qu'il va falloir réellement aller se battre et qu'il va falloir défendre la terre et le peuple. Donc, le message est envoyé que maintenant, il va falloir réellement utiliser les fonds pour l'armée et ça remobilise aussi les esprits et ça rétablit un certain lien de confiance entre la hiérarchie et la base, ce qui explique aussi cette motivation que l'on voit actuellement avec de plus en plus de volontaires qui s'engagent dans les forces armées. C'est pour ça que la Russie n'a pas besoin de remettre en place une conscription et c'est un élément absolument important aussi. Et à la différence aussi de l'Europe et des États-Unis, la Russie n'a pas complètement désindustrialisé parce que il y avait quand même la tradition soviétique,
après la chute de l'Union soviétique, il y a eu quand même une grande phase de désindustrialisation, de réforme globaliste de l'armée, mais on voit sur la question de l'industrie, une relance extrêmement rapide de l'industrie militaire en Russie, à la différence des pays occidentaux. Et deuxièmement, petit à petit, une remise en cause de certains fondements idéologiques de ces réformes qui avaient été conduites dans les années 2000 et jusqu'au milieu des années 2010. Donc, on voit en fait deux approches complètement différentes, et je dirais que ce conflit permet une avancée de l'armée sur le terrain, et c'est absolument phénoménal, mais ça permet aussi de nettoyer l'arrière, et ce qui permet donc de renforcer idéologiquement, industriellement, socialement, le pays qui se lance en fait à la fois dans cette guerre de reconquête, comme le disait le président Poutine, des terres, c'est-à-dire il n'y a pas d'occupation des terres en Ukraine par la Russie reprend ce qui est à elle. Et deuxièmement, il y a une forme de libération des terres intérieures qui, elle, est plus idéologique. Est-ce que ça signifie, quand vous dites nettoyer l'arrière, est-ce que ça signifie que ces territoires-là qui sont conquis par la Russie le resteront, quoi qu'il arrive? Alors déjà, ils sont rentrés dans la constitution russe. Donc le fait que ce soit pas reconnu à l'étranger, ça change strictement rien au fait que quand on est dans un système d'État-nation, c'est la population, le territoire et l'État qui déterminent sa frontière et qui déterminent ses instruments légaux. Dans le cas d'un système global, effectivement, la reconnaissance des frontières d'un pays passe par la reconnaissance de ce qu'on appelle gentiment la communauté internationale, c'est-à-dire les organes globaux de gestion de ce monde global. C'est une autre façon de voir les choses qui est une négation de la souveraineté. La Russie, elle, reconnaît ses frontières et les populations aussi. La perte ou la négociation des territoires russes, selon l'avant-dernière révision constitutionnelle, est un crime de haute trahison. Donc, même si la Russie négocie derrière à un moment donné, elle ne peut pas négocier les territoires qui sont entrés déjà constitutionnellement dans la Fédération de Russie. Donc ça, déjà, c'est une limite nette. Autrement dit, tout territoire qui est rentré le restera. Sauf si la Russie capitule, mais là, nous sommes dans une autre configuration. C'est plus de la négociation, c'est une configuration qui aujourd'hui sont quand même quelque peu surréaliste. Donc oui, ces territoires sont rentrés et vont le rester. La question qui se pose derrière, c'est la question du statut juridique des territoires de ce qu'on appelle la zone tampon. Parce que ça n'existe pas. Donc, la Russie a déjà clairement fait savoir qu'il n'y a eu aucune discussion ni avec l'Inde ni avec la Chine, contrairement à ce qu'annonçaient les médias occidentaux, sur une intervention de soldats de la paix qui viendraient maîtriser ce territoire. On a vu le rôle délétère joué par les casques bleus de l'OSCE dans le Donbass, qui étaient en fait au service de l'armée atlantico-ukrainienne déjà. Donc, ce qui semble plus sûr, si l'on s'en tient aux dernières déclarations politiques, notamment de Medvedev, c'est après la question de savoir, ce sera à ces populations de déterminer où elles veulent vivre. Donc, il y a des chances que petit à petit, ce ne soit pas l'Ukraine qui rentre dans la Russie, que l'Ukraine en tant que sujet n'existe plus, mais qu'il existe une incorporation territoire par territoire des différentes régions de ce qui était avant l'Ukraine. D'un autre côté, le régime ukrainien actuellement veut la désoviétisation, la décommunisation. Dans ce cas-là, il revient au système antérieur. Il disparaît. Sylvain, est-ce que vous voulez réagir ou j'ai une question pour vous? Non, moi je pense que l'Ukraine va disparaître. Voilà, c'est tout. Cet État n'a jamais eu la chance depuis qu'il a tenté d'exister d'être entre les mains de gens qui voulaient vraiment qu'il existe et non pas qu'il serve d'instrument à des puissances étrangères. Puisque n'oublions pas qu'en 1919, quand il est né, cet État a déjà servi, bien malgré lui, mais il a quand même servi soit l'Empire allemand au tout début de son existence, jusqu'à la chute de l'Empire allemand en 1918. Et puis ensuite, ça a été la même chose après avec la France qui est déjà arrivée à Odessa, etc. Le rêve de Macron s'est réalisé une première fois, il s'est terminé en cauchemar, je le rappelle. Donc non, pour moi, c'est évident que l'Ukraine telle qu'on la connaît va disparaître. Et j'insiste bien parce que je pense que Vladimir Poutine ne plaisantait pas du tout avec Tucker Carlson sur ces questions. C'est que la partie occidentale de l'Ukraine
qui est donc composé de territoires qui ont été, pour certains, enlevés à d'autres États-nations à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les punir de leur comportement pendant la Grande Guerre patriotique, eh bien, retourneront à ces États-là. Comme l'a dit Vladimir Poutine, les Magyars qui sont en Ukraine aujourd'hui, ils peuvent redevenir hongrois, ça dérange personne à Moscou. Et pareil pour les Roumains. Et en plus, ces gens-là, quand on voit comment le régime de Kiev les a traités depuis 3 ans, en allant les chercher en premier de force pour les mettre au front, si on leur dit demain vous devenez hongrois, ils vont dire oui tout de suite. Ça posera aucun problème. Alors, qu'est-ce que ça signifie finalement lorsque Emmanuel Macron, au moment où on enregistre cette émission, on est le 5 septembre et je la diffuserai le 9, donc le mardi 9. C'était hier, à Paris, à l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu donc des chefs d'État, la coalition des volontaires, et il a annoncé donc l'envoi de forces, donc que les 26 pays, je cite, sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs. Vous venez de dire, déjà on a parlé de la supériorité militaire russe. Oui, il faut pas tronquer les propos du chef de l'État, je m'insurge. Alors moi j'ai... Oui, non, mais il a ajouté une petite phrase à la fin. Après la paix. Dès qu'il y aura soit un cessez-le-feu, soit la paix ou ce genre de choses. Donc, n'empêche que suite à ces propos, Vladimir Poutine a fait une annonce suite à ces propos. Donc, tout est dans le dès qu'il y aura la paix, un traité de paix. Enfin, vous prenez l'option qui vous convient le mieux. Et donc, on sait très bien que c'est ce dès qui détermine tout. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il y aura une capitulation de l'Ukraine et qu'il n'y aura pas la paix, au sens où Macron l'entend, c'est-à-dire on se retrouve entre personnes qui veulent vraiment la paix, comme même éventuellement les Allemands et les Français en 1918 qui voulaient effectivement qu'on cesse la guerre, d'abord par un armistice puis ensuite un traité de paix. Il n'y aura rien de tel aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire il y aura une capitulation de l'État ukrainien, sa désintégration, parce que ce qu'il faut pas non plus perdre de vue, c'est vu ce qui se passe en ce moment entre les loups à Kiev, il peut y avoir, moi je l'ai toujours dit, un scénario militaire sud-vietnamien et un scénario politique à Kiev qui ressemble à Berlin en 1918-1919, où tout le monde se tire dessus pour prendre le pouvoir et où à la fin il y a plus personne finalement, parce qu'on voit bien que ces gens-là n'hésitent pas à se régler leurs différends entre eux pour avoir le pouvoir à coups de fusil. C'est pas des diplomates, que ce soit le camp Poroshenko, le camp Zelensky, le camp Klitschko, c'est pas des gens qui règlent ça autour d'une table en discutant entre gentlemen, faut jamais l'oublier. Donc on peut avoir ces combinaisons-là. Mais donc les conditions même que pose Macron à cette possibilité d'envoyer du monde, elles n'existeront jamais. Donc il y aura jamais personne là-bas. Et puis surtout quand on dit tout le monde s'engage à aller là-bas, oui, enfin si l'oncle Sam donne les moyens d'une couverture aérienne. Et alors l'Italie vient de dire que Meloni vient de dire qu'elle n'a jamais autorisé, qu'elle n'était pas dans cette configuration-là. Elle a démenti en tout cas. Oui, mais on est quand même dans une opération aussi de préparation de l'opinion publique. Alors effectivement, on va dire qu'il y a 99% de chances que ce soit qu'une espèce de com des Atlantistes qui, n'arrivant pas et comprenant très bien que la configuration militaire actuelle leur est défavorable, ils ont envie de gagner, mais ils n'ont pas les moyens d'avoir la victoire. Donc, ils essayent, ils se réunissent, ils papotent, ils essaient de trouver une solution. Et pour l'instant, c'est pas évident, donc on a droit à des grandes déclarations dithyrambiques de communication. Le problème de la communication, c'est que nous sommes quand même dans une guerre qui existe et que on est aussi dans le cadre d'une propagande de guerre et que la propagande de guerre a notamment pour rôle de préparer l'opinion publique, de préparer les esprits. Et il y a ici petit à petit, au-delà des délires de Trump ou d'autres, certains marqueurs qui se déplacent de la normalité. On le voit notamment avec la réindustrialisation et le réarmement d'Allemagne, qui est quand même extrêmement important, et lui malheureusement n'est pas que la com. Donc la question plus quand même se pose. Plus 5% du PIB, plus d'ici 2030, voilà, mais pas tout de suite. En attendant, ils relancent des industries, ils remettent, et surtout ils relancent complètement aussi une vision politique qui n'est plus cette vision politique de l'après-guerre, ou en tout cas bon, on s'est calmé, on arrête un petit peu. C'est on est dominant, on va dominer.
Donc, connaissant quand même, on va dire, les tendances des politiciens allemands à essayer de sortir de leurs frontières, je suis pas sûre que ce soit une ligne qui soit extrêmement pacifiste derrière. Après, ça ne veut pas dire effectivement que le conflit continue à se développer en Ukraine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de conflit, que ce conflit va s'arrêter de cette façon-là. En ce qui concerne la réaction de Poutine, cela montre que ils préviennent. C'est-à-dire que ils comprennent très bien ici aussi en Russie que d'un côté, oui, on a le petit coq français qui est monté sur ses ergots et qui essaye d'exister, mais le problème c'est qu'il n'est pas tout seul. Et il est évident que il ne fait aucune déclaration autonome à ce niveau-là, que ce n'est pas le reflet d'une ligne politique souveraine de la France qui n'existe plus. Donc, il y a bien derrière une certaine position de l'OTAN qui est en train d'essayer de regrouper les forces et de voir jusqu'où elle peut aller. C'est aussi une question de test politique. Comment la Russie va réagir derrière? Est-ce qu'elle va mettre en place une énième ligne rouge que de toute façon elle va oublier une semaine après? Ou est-ce que cette fois-ci, il y aura quand même réellement une réaction assez forte? Actuellement, il semblerait quand même que la réaction soit assez forte puisque quand Poutine pose de façon claire certaines limites, en général, celles-ci sont quand même tenues. À la différence d'autres personnes politiques qui, quand elles posent ces lignes peuvent être déplacées. Donc, on voit ici aussi un jeu qui est tout à fait classique, politique en période de guerre, c'est-à-dire on teste l'ennemi, on voit comment il réagit, jusqu'où il peut aller, puisque nous-mêmes, nous allons aller que dans la mesure où on est plus ou moins sûr que ça risque plutôt de bien se passer. Et là, Poutine a fait comprendre que ça risquerait quand même de très mal se passer. Donc, on revient dans ce cas-là derrière à Mélanie qui dit non, mais on n'a jamais dit ça, on a été mal compris à l'insu de notre plein gré. D'autres qui disent non, mais on nous a mal compris, mais on va jamais y aller. Ou, à côté de ça, on voit quand même un approvisionnement du front qui continue, donc il n'y a pas non plus de volonté derrière de laisser tomber. C'est un jeu qui se joue à plusieurs phases, et effectivement, actuellement, c'est une phase aussi où on teste pour savoir, est-ce qu'il est possible pour l'Occident, en tout cas, de changer la configuration pour qu'elle devienne, sinon favorable, en tout cas moins défavorable, et deux, pour la Russie, qui doit aussi se poser de savoir la question et jusqu'où elle veut aller, parce que pour l'instant, à part des grandes déclarations quand même sur les buts très généraux de ce qui reste dans la tête, une opération militaire très très spéciale, il y a quand même une guerre. Et d'un côté, on entend Poutine qui dit on récupère notre territoire. De l'autre côté, on a d'autres déclarations qui nous disent on veut pas du territoire, on y va simplement parce qu'il a fallu défendre les gens. Donc, il y a derrière quand même aussi un problème de conception de cette guerre, en Russie aussi, qui pose la question de la finalité. Et ça, c'est un signal de faiblesse qui est utilisé par l'Occident parce que ça donne matière, espoir, en tout cas, pour essayer de négocier et en tout cas de faire tomber la Russie. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'en tout cas, l'instinct de survie fonctionne pourvu que ça dure. Je vais vous laisser la parole, Sylvain. Je veux juste rappeler que ce matin, les canards français ont titré quand même, je cite, alors, n'importe quelle force occidentale sera une cible légitime pour l'armée russe, prévient Poutine. Ça, c'était les titres de ce matin. Oui, mais c'est comme d'habitude. Enfin, je veux dire, de toute façon, la presse en France étant là pour, on le sait bien, depuis la campagne électorale de 2017 pour servir la soupe à Macron, voilà, il n'y a pas de. Ça aurait été surprenant qu'ils disent autre chose. Ils sont tout à fait là où ils doivent être par rapport à ce qu'ils nous ont démontré depuis 2017. Alors moi, je vais rappeler quand même certaines considérations au niveau militaire. Macron a avoué au début de l'été que nous n'avions, nous, Français, plus rien à envoyer en Ukraine. On n'a plus de matériel. C'est-à-dire que tous nos arsenaux sont vides. On a, dans le même temps, tous les grands industriels qui sont liés à l'armement en France et aux munitions notamment, qui nous ont expliqué que malgré les grandes déclarations de Macron reprises par la presse depuis des mois, il n'y a toujours aucune commande ferme pour du matériel militaire, à commencer par des obus de 155 mm en France. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que pour lancer à nouveau ces chaînes de production, il faut des composants pour faire de la poudre et que ces composants pour faire de la poudre, qui nous les vend? Pékin. Alors, on ira loin dans les délires verbaux, mais avant que tout ça refonctionne un tant soit peu correctement, il s'écoulera au minimum 5, 7, 8 ans peut-être. Et si tout se passe bien, ce qui étant donné la situation politique et économique de la France,
n'aura jamais lieu, il faut tout de suite le dire. Donc ces histoires de on va envoyer des armes, nous Français, c'est fini, les Européens, c'est terminé, les moyens, l'Allemagne veut se réarmer, c'est bien, avec quoi? Quel budget? Toutes les entreprises qui font vivre l'Allemagne aujourd'hui, elles sont en train de fermer. Donc il va falloir trouver autre chose. Ensuite, parce que ça c'est quand même la grande leçon de cette guerre en Ukraine, c'est très bien de parler de matériel. C'est très bien que M. Merz nous dise on aura die grosses Kanonen, les Panzer, machin, etc. Oui, c'est bien. Mais les hommes, pour faire la guerre, ils seront où? Où seront les hommes pour faire cette guerre? Est-ce que un temps soit peu, moi je me souviens, puisque c'était ma dernière grande discussion publique avec le général de Lavarde, et nous étions d'accord tous les deux là-dessus, quel type d'hommes les pays occidentaux sont-ils capables d'engager dans une guerre de haute intensité contre l'armée russe aujourd'hui? Quel type d'hommes? Aucun. C'est-à-dire qu'on a quelques marges dans nos populations qui vont encore s'engager à la Légion, chez les parachutistes, et puis c'est tout. Et donc, comme l'a dit un général français il y a peu de temps avec Alain Juillet, nous avons de toute façon un corps de bataille au maximum de 20 000 hommes qui peut tenir au combat pendant 15 jours. Est-ce que vous croyez que le peuple allemand, avec les archétypes de la jeunesse allemande, a les moyens de remobiliser une Wehrmacht 2.0 dans 10 ans? Non. Hein, je rappelle, dans la Bundeswehr, il y a des syndicats, on peut s'amuser à contredire les ordres d'un chef. Est-ce que vous croyez que ces types-là vont, même en 10 ans, créer quelque chose qui va s'affronter aux hommes de la Rosvardia de Kadyrov? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Non. Ces gens-là n'arriveront jamais à la cheville des combattants qui sont sur le front ukrainien aujourd'hui, des deux côtés d'ailleurs, puisque les soldats ukrainiens, comme l'a très bien dit Emmanuel Todd, ce sont des ex-soviétiques dans leur formation morale, intellectuelle, dans leur robustesse et dans leur capacité à encaisser des choses extrêmement compliquées. Nous ne pouvons plus. Les légionnaires internationaux qui ont servi en Ukraine dans l'armée ukrainienne nous l'ont dit. C'était des types, ils sont allés en Afghanistan, ils avaient été en Syrie, ils avaient été en Irak. Mais quand ils se sont retrouvés face au feu déferlant de l'artillerie russe, ils ont fait caca dans leur couche. Parce que c'était pas la même guerre que contre des types en claquettes. Nous ne formons plus des archétypes pour mener ces guerres de haute intensité. Donc c'est pas la peine de venir se faire peur, à se dire on va envoyer du monde, on va faire ci, on va faire ça. Nous devons d'abord modifier notre société, notre civilisation, si nous voulons reproduire des combattants capables d'encaisser ça. C'est bien parce que l'espace ex-soviétique a été congelé par le communisme pendant 70 ans, qu'il a maintenu des archétypes humains, et pas seulement l'industrie, pas seulement l'armement et compagnie, mais qu'il a maintenu des archétypes humains capables de s'affronter à la guerre de haute intensité à laquelle nous assistons depuis 3 ans. Nos sociétés n'en sont plus capables. Moi, tous les GIs américains que j'ai rencontrés ces dernières années fortuitement, en faisant mes recherches sur la bataille des Ardennes, en me rendant sur le terrain à chaque commémoration, mais c'est des gamins, ils sont nés sur leur smartphone, ils sont épais comme des épingles à linge, et puis c'est tout. Enfin voilà, si demain ils doivent aller dans les tranchées devant Kupiansk, dans la forêt de Briansk ou ce genre de choses, mais ils vont finir, comme l'ont témoigné tous les légionnaires internationaux occidentaux, par revenir en disant « Oh là là, mais on n'a pas été préparé à cette guerre-là, ma bonne dame ». Voilà, c'est tout. Donc on peut faire tous les discours qu'on veut, nous n'avons plus les moyens de notre puissance. Industriellement, voilà, l'état de l'Europe, elle est par terre parce qu'elle a accepté de se saborder avec les 18 paquets de sanctions contre la Russie. Et ensuite, humainement, parce que nous formons, et moi, en tant qu'entraîneur de football américain, j'ai vu le matériel humain se détériorer ces dernières années. Moi, j'ai des joueurs, ils sont même plus capables de courir pendant 20 minutes pour faire 4 kilomètres. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent foutre en Ukraine avec une arme à la main? Ils tiendront pas 10 minutes. Et c'est pas en 5 ans qu'on va modifier ça. Donc on ne peut rien faire. Alors on fait le coq, on fait le T-Rex, grande gueule, petit bras, et puis c'est tout. Et les Russes qui sont subtils, les Russes qui maîtrisent parfaitement la diplomatie, la maskirovka, etc., bien évidemment que Vladimir Poutine, il va réagir, parce que ça fait partie du jeu. Bien évidemment que de temps en temps, même il va mettre une pièce dans Medvedev pour que Medvedev rappelle à Macron et à Merz qu'ils peuvent finir comme Hitler, en disant on les identifiera avec leurs dents, s'ils continuent à se foutre de nous. Mais tout ça, dans la réalité du terrain, les Russes
Le SVR sait très bien ce que nous valons et ils savent très bien que nous ne valons rien. Voilà, faut pas l'oublier. Faut pas imaginer qu'ils ont peur de nous. Ils se foutent de nous et ils ont bien raison de se foutre de nous. Nous ne sommes plus rien, malheureusement. On peut le déplorer, mais c'est la triste réalité. Merci de rétablir des vérités. Karine, je vous vois, vous voulez réagir? Ouais, réagir parce que juste quelques points. Oui, c'était effectivement personne n'est prêt pour une guerre de haute intensité, la Russie non plus. Donc nous ne sommes pas dans la configuration d'une guerre de haute intensité. Justement, ça fait combien d'années que le conflit dure? On est très très loin de la Première Guerre mondiale, on est très très loin de la Seconde Guerre mondiale. C'était des conflits intenses qui ont été liquidés en quelques années. Nous sommes effectivement, parce que la société russe a été industrialisée, développée, non pas congelée, sous la période soviétique, ce qui a permis justement de réellement développer une force et des fondamentaux qui étaient extrêmement importants. Derrière, il y a eu quand même une vague aussi de globalisation qui s'est abattue sur la société, une vague de boboisation, de bisounours, etc. et moins importante qu'en Occident, heureusement, mais quand même. Face à ça, nous avons effectivement une société russe qui est plus importante. Et en ce sens, l'armée russe aujourd'hui, c'est pas, non pas Rosguardia, parce que Kadyrov, c'est pas Rosguardia, ce sont les bataillons Armat. Ce ne sont pas que les bataillons Armat de Kadyrov, c'est justement l'armée. Et l'armée qui est aussi composée de beaucoup de volontaires qui viennent de cette société. Et ça, c'est la grande différence, je suis d'accord avec vous, avec les pays européens, où il n'y a pas, il n'y a aucune volonté. Les dirigeants européens occidentaux pourraient envoyer quelques hommes, des professionnels, s'ils sont payés, ils vont y aller, les militaires, on leur dit d'y aller, ils vont y aller. Ils vont pas très bien comprendre pourquoi, ils vont se battre, parce que de toute façon, la France n'est pas en danger, pas plus que l'Allemagne ou l'Italie. Donc il n'y a aucune idée même de défense du sol national ou de la Russie ne présente pas un danger pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie. Il me semble que nos dirigeants sur place sont beaucoup plus dangereux pour nos pays que la Russie ne le sera jamais. Donc on va envoyer effectivement des hommes en petite quantité, des hommes qui ne seront absolument pas du tout motivés et dont effectivement la préparation, bon, il faut quand même peut-être pas non plus être généralisé, il reste quand même des gens à peu près normaux, même s'il y en a de moins en moins, mais il va y avoir un sérieux problème. C'est pour ça que cette guerre d'affaiblissement, de contrition qui est conduite par la Russie face à l'armée atlantico-ukrainienne, en quelque sorte, c'est la même stratégie qui veut être mise en place aussi par les Occidentaux, les atlantistes, à l'égard de la Russie. Sauf qu'en fait, ça marche pas parce que d'un côté, l'Occident ne peut pas mettre en place une autre société sans casser le système de la globalisation. Donc, il y a une impasse fondamentale, ce qui fait que finalement, ça ne peut que se vider ou faire exploser le système, ce qui finalement serait une excellente chose pour nous. Pour nous, je pense en tant que Française. Deuxièmement, cela renforce parallèlement la Russie parce que, comme on l'a dit, petit à petit, il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises en place qui, il y a même 5 ans ou 6 ans de cela, étaient absolument impensable. Oublions pas quand même que quelques mois avant de lancer l'opération militaire en 2022, en réponse, quand même, je voudrais préciser, enfin rappeler, à la montée en escalade de l'armée atlantico-ukrainienne sur le front à la frontière russe, la question qui se posait au Parlement en Russie, c'était de savoir est-ce qu'il faut généraliser les QR codes dans les transports afin d'interdire aux personnes âgées non vaccinées et en général aux non vaccinées du Covid de prendre les bus. Donc, on était arrivé quand même en Russie à un stade de globalisation intérieure qui est absolument phénoménal. Ça, on a tendance à l'oublier. Et il y a eu cette espèce de sursaut vital aussi avec l'opération militaire. Et comme surprenante, 1 mois après l'opération militaire, il n'y avait plus de problème de Covid en Russie. C'est fou quand même. La première victoire de l'armée russe, ça a été de sortir la Russie de ce risque global absolument phénoménal. Donc, il y a quand même toujours ces combats et il me semble que les guerres de haute intensité, oui, actuellement, nous sommes incapables de les conduire. C'est pour ça que ces analystes en Russie analysent aussi la situation sous un autre angle et faisant partie du ministère de la Défense, il me semble qu'ils sont pas mal informés non plus, que justement, c'est pas de la haute intensité dans le sens classique où nous l'entendions lors de la première seconde. Il y a des phases plus intenses, mais qui sont effectivement suivies par des phases moins intenses, parce que il n'y a plus cette capacité d'un affrontement, je dirais viril, massif, dense à un moment donné.
Et ça ne veut pas dire, en revanche, que le conflit va s'arrêter de lui-même. Simplement, le conflit a une autre configuration, plus pernicieuse peut-être. Alors, on va parler de propagande de guerre. On en a déjà parlé, cette propagande de guerre qui est nourrie par les médias dominants via la désinformation. On l'a vu là tout au long de cette émission, mais on le voit encore plus lorsqu'on nous annonce la mort. Et là, j'ai envie qu'on revienne. Pourquoi j'ai envie qu'on revienne sur ce personnage d'André Paroubi? Parce que, alors, je vous vois déjà, Sylvain. Je sais que vous en avez parlé en plus dans vos chroniques quotidiennes. André Paroubi, on nous l'a présenté, alors on nous dit, donc il a été tué par balle le 30 août dernier à Lviv et tout, et on nous l'annonce comme on a titré, enfin les médias dominants titraient Kiev a perdu l'une de ses figures politiques majeures. Voilà, donc l'ancien député ukrainien qu'il faudrait regretter. Non, mais vraiment, ça a fait la une des chaînes de télé, des journaux. Qui était André Paroubi? Sylvain, allez-vous commencer? Ah bah, qu'on titre que c'était un homme politique majeur, oui, il a été président de la Rada ukrainienne, donc c'est pas un personnage comme ça qui n'a pas eu de rôle dans la politique de l'Ukraine. Maintenant, c'est ce qu'il y avait en dessous de ces titres-là, c'est-à-dire que ça aurait été une espèce de parangon de moralité, d'exemplarité, etc. Ce type, Honnête c'est un homme. néo-nazi. Ce type était un néo-nazi. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Le type nous expliquait à longueur d'interview, même avant le Maïdan, tout ce qu'il pensait comme bien d'Adolf Hitler, que c'était un modèle, etc. Bon, donc on imagine si un Français tenait de tels propos aujourd'hui à la proximité du Rassemblement national ou ce genre de mouvance, on le mettrait en pièces dans la minute qui suit dans les médias. Là, non. On nous a dit c'était un grand défenseur de la démocratie. Bah oui. Pendant le Maïdan, il a fait venir des snipers à l'hôtel Ukraina pour qu'ils tirent sur la foule, pour qu'on dise ah bah regardez ces salauds de pro-russes vont nous tuer. Il faut à tout prix qu'on bascule dans le camp de l'OTAN et des États-Unis. Bon bah voilà, donc il y a ça où là on le voit sur des images, hein, les vidéos sont tout à fait claires, c'est lui qui les fait sortir de l'hôtel, etc. Enfin bon, il y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a plus d'ambiguïté, même si elles sont très légères, sur le rôle qu'il a joué quelques mois plus tard dans l'incendie mortel de la maison des syndicats à Odessa, hein, où on pense qu'il fait partie de l'organisation qui a abouti à ce crime monumental et abject. Alors là, il y a des gens qui disent oui, mais on n'est pas encore complètement sûr. Bon, bah, allez, peut-être. Mais ensuite, il a été donc président de la Rada, très proche donc de toute la mouvance Pravi Sector et compagnie. Donc c'est un bandériste néo-nazi assumé qui s'est fait tuer. Alors il y a eu deux thèses qui ont commencé à circuler dès qu'il a été abattu, soit la thèse contre les bandéristes, c'est-à-dire que le SVR lui a réglé son compte ou le FSB lui a réglé son compte pour le punir comme ils avaient fait avec Bandera bien des années après. Ou alors, ce qui était aussi probable, c'est que dans ces loups de ce milieu bandériste néo-nazi où les gens se règlent les comptes à coups de flingue, eh bien, il était devenu trop gênant par rapport à l'évolution de la politique intérieure ukrainienne et qu'il valait mieux qu'on le fasse taire parce qu'il avait peut-être justement beaucoup de choses à dire si demain on lui posait des questions de manière un peu virile sur qu'est-ce qui s'est passé avec Odessa ou qu'est-ce qui s'est passé avec le Maïdan. Et finalement, c'est une troisième hypothèse qui semble être maintenant la plus certaine, qu'on avait déjà vue à Odessa il y a quelques mois, c'est que c'est un père de famille qui s'est tout simplement fait justice en disant voilà, c'était une cible d'opportunité dans ma ville à Lviv. Je lui ai tiré dessus, il a dit j'aurais pu tirer sur un autre bandériste ailleurs si j'avais été ailleurs en Ukraine, parce que ils ont enrôlé de force mon gamin, qu'il est mort au front et que ces salopards en plus n'ont même pas ramené son corps pour tout simplement, comme ça je le dénonce depuis longtemps, ne pas avoir à nous payer une pension par rapport au fait qu'il est mort pour la patrie. Voilà. Donc le côté chez nous en France qu'on vient de nous dire que ce type qui, s'il était français et proche, par exemple, du Rassemblement national, serait une ordure finie, bien là, non, parce qu'il est ukrainien. Hein, c'est la bonne vanne qu'on sort tous ici depuis un moment. Il y a les mauvais néo-nazis et il y a les bons néo-nazis. Et quand ils sont dans l'appareil d'État ukrainien, c'est des bons néo-nazis. Ceux-là, ils sont estampillés croisades, comme on disait autrefois. Donc, on peut les soutenir et on peut donc pleurer
leur disparition, comme on l'a vu sur les plateaux télé, avec tout le monde avec son petit mouchoir, etc. Comme ils avaient. Ce qui est très intéressant, c'est que leur narratif, c'est le même qu'autour de Navalny. Exactement, ça m'a rappelé la même chose, bien sûr. Ils avaient oublié Navalny avec ses copains en train de dire que les Tchétchènes c'était peut-être des singes, que c'était pas des êtres humains ou ce genre de choses. Voilà, ils avaient oublié ça. Ils avaient oublié que certains copains de Navalny ils levaient un peu vite le bras droit. Et qu'il fallait pleurer Navalny comme si c'était une vierge effarouchée. Et la Russie a été montrée du doigt tout de suite comme étant la responsable de la mort de Paroubi. Karine, je vous laisse réagir. Oui, c'est qu'effectivement, c'est toujours cette même logique des gentils terroristes quand sont les siens et des méchants terroristes, parce que l'intérêt de ce genre de personnage, que ce soit Navalny, que ce soit Paroubi, etc., peu importe, ou comme ce qu'on a vu les terroristes en Syrie, c'est qu'ils permettent de faire le sale travail sans qu'on ait à se salir les mains. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement utiles à partir du moment où ils sont parfaitement contrôlés. Juste pour rappeler Navalny aussi, il y a aussi des choses dont on parle pas du tout en Occident, c'est que au-delà du fait, au début de ces tendances nationalistes, il était surtout parfaitement financé dans le système économique, c'est-à-dire qu'il avait des actions des grandes entreprises russes, que lors des élections du maire de Moscou, avant que justement le maire actuel arrive en place, le parti au pouvoir l'a aidé à réunir les signatures afin qu'il puisse devenir candidat, où il a lamentablement perdu parce que de toute façon c'est un type qui n'était pas du tout un homme politique, et quand vous le rencontriez, vous voyez il avait strictement aucune aura, il avait rien, quoi. Donc, mais par contre, c'était quelqu'un qui était très bien intégré, qui était très bien mis en place, qui était parfaitement financé de l'extérieur et par certaines forces intérieures, exactement comme Paroubi. Donc, ce sont ces petites mains en fait qui sont là pour faire le boulot. Et nous sommes aujourd'hui, et ça le confirme encore, effectivement dans une configuration de guerre, puisque nous faisons de la propagande de guerre. Et nous voyons que dans ce cas-là, peu importe, les journalistes s'intéressent absolument pas du tout à ce qui se passe réellement sur place, à qui sont ces gens, à ce qu'ils font. Ils doivent produire un certain discours qui correspond aux forces qui sont en place et qu'ils défendent. Point. Donc c'est une configuration qui est très particulière. Je me souviens à l'époque d'avoir discuté avec des journalistes qui étaient des équipes qui étaient à Donetsk, au moment juste en 2022 où ça allait péter. Et une amie m'avait sur place, elle était russe, ukrainienne, française, elle a triple nationalité, qui m'a dit Karine, mais c'est pas possible, regarde ce qu'ils ont publié, etc. Et nous avons contacté ce charmant journaliste de France Info, et qui nous a dit oui, je sais, mais de toute façon, j'ai pas le choix parce que de toute façon, la rédaction fera pas passer autrement. Donc voilà. Après, finalement, après avoir grogné, ils ont modifié le titre sans avoir modifié l'intérieur de l'article. Donc bon, et c'est donc les gens qui sont sur place, les journalistes savent que de toute façon ils font de la propagande, leurs rédactions le font ouvertement, tout le monde fait semblant de croire que c'est encore du journalisme, et nous sommes simplement dans de la propagande de guerre parce que c'est une situation de conflit. La question de savoir est-ce qu'il est possible de faire autrement en période de conflit, je suis pas sûre, mais objectivement le problème c'est que d'un côté il y a cette négation du conflit. Non, la France n'est pas en guerre contre la Russie. La France ne fait que soutenir cette Ukraine qui serait soi-disant un pays souverain, autonome, etc., et extrêmement démocratique, comme Paroubi d'ailleurs l'illustre parfaitement. Et d'un autre côté, faire de la propagande, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être choisir. Soit réellement vous êtes en guerre, dans ce cas vous faites de la propagande de guerre, et dans ce cas-là, au moins c'est logique jusqu'au bout. Soit vous n'êtes pas en guerre, et dans ce cas-là, vous faites votre boulot. Alors ça va encore plus loin puisque cette semaine, encore dans cette désinformation et cette propagande de guerre, il y a eu un événement. Alors cet événement, c'est celui de l'avion d'Ursula von der Leyen. Eh oui, non mais parce que moi j'ai regardé les chaînes d'infos et donc l'avion a été victime d'un brouillage GPS et tout le monde a annoncé que la Russie avait brouillé le GPS de cet avion qui allait atterrir en Bulgarie. C'est ça, en Bulgarie, elle allait visiter, je crois, une usine de munitions. Et donc je me branche, je vais pas citer la chaîne, et donc ils invitent un expert aéronautique, et là l'expert dit mais en fait attendez, ça arrive souvent ce genre de choses. Il faut savoir que quand il y a des zones de risque comme ça, les brouillages GPS ça arrive tout le temps. Et là
si les gens ne le voient pas, sincèrement, mais ça, alors on n'a pas parlé d'incidents, on a parlé d'événements diplomatiques, d'événements militaires. Ils n'ont pas parlé d'incidents, mais la Russie est incriminée. Voilà. S'il n'y a pas la Russie, Oui, enfin, il faudrait l'inviter quand même. Hein. Ah bah. Oui, non, mais ils ont voulu nous faire croire que quelqu'un, des Russes, voulait attenter à la vie, et donc là, moi, je m'éclate avec ça, d'un de nos dirigeants. Mais nos dirigeants, quoi? Mais j'ai jamais voté, moi, pour Madame von der Leyen. Je connais pas un citoyen dans l'Union européenne qui a voté pour Madame von der Leyen. C'est pas notre dirigeant. Elle a été foutue là par l'oligarchie européenne pour faire n'importe quoi, et c'est tout. Mais moi, j'ai pas voté pour elle. C'est pas mon dirigeant. Les Russes, ils sont coupables de rien. Déjà, techniquement, on le sait très bien. Hein. Nous, en France, on a le pilote Henri Attéchouette qui a fait une vidéo extrêmement précise, et lui, c'est un ancien pilote de l'aéronaval, c'est pas Titelman et ses expertises pro-ukrainiennes qui nous servent depuis 3 ans pour nous démontrer qu'il y a même pas eu de brouillage du tout, c'est-à-dire que elle nous a pris pour des idiots en nous faisant croire, puisqu'elle faisait sa tournée des popotes, elle avait fait la Roumanie, je crois, avant, où elle s'était fait huer copieusement. Là, elle faisait Sofia. Bon, voilà, elle a voulu nous faire croire, oh là là, mon Dieu, tiens, histoire d'essayer de faire monter un peu la tension, puis qu'on lui prête un peu attention à Madame von der Leyen, parce que là, elle est au bout d'un circuit qui est quand même pas beau. Elle est allée à Pékin, ils l'ont foutue dans un bus de tourisme. Elle est allée en Écosse, c'est limite si elle n'était pas sur les genoux devant Monsieur Trump. Et puis ensuite, elle est retournée à la Maison Blanche et on lui a dit, attends, là, on va parler entre grandes personnes, maintenant tu retournes dans l'antichambre. J'imagine que son petit ego teutonique a dû en prendre un coup, alors il fallait bien qu'elle se refasse mousser. Il ne s'est finalement rien passé et on a assisté à un moment, encore une fois, de propagande de guerre. Voilà, c'est les Russes. Donc je préviens maintenant, vos colis sont pas livrés correctement à l'heure dite, c'est de la faute de la Russie. Vous avez un problème avec votre épouse, c'est les Russes. Vous avez un problème avec l'école de vos gosses, c'est les Russes. C'est pas compliqué, c'est toujours de la faute des Russes. Voilà, donc on sombre dans un ridicule qui est abject, parce que on est en train de se couper culturellement d'un peuple ami depuis des siècles avec nous, dans des proportions qui sont inimaginables, et ce sera très long et très dur de réparer tout ça. Parce que ça va beaucoup trop loin. Enfin, sans arrêt pointer du doigt quelqu'un, c'est exactement comme les histoires de l'insécurité, c'est les musulmans, etc. Cette essentialisation devient plus que contre-productive aujourd'hui. Surtout que parallèlement, la Russie, elle, s'active, et on va terminer cette émission justement avec l'OCS, avec l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a eu lieu, et on a vu la Russie, la Chine, l'Inde dessiner ce monde multipolaire. Alors on a l'Europe là, vieille, en dette, endettée, et puis d'un autre côté on a les pays qui voient l'avenir, qui sont en train de s'organiser. Alors il y a le gazoduc, la Force Sibérie 2, qui a été signé entre la Chine et la Russie. Donc on dit que c'est un contrat qui va rebattre les cartes finalement. Karine? Alors effectivement, il y a, on va dire, derrière des mécanismes de déglobalisation qui se mettent en place. Il y a la question de la reconfiguration des circuits énergétiques, et ces circuits énergétiques garantissent un développement de l'industrie, donc développement de l'économie nationale, donc développement de la souveraineté. Et ces circuits commencent à contourner complètement toute la zone occidentale et européenne, notamment, ce qui montre bien aussi la chute du continent européen sur la scène internationale. Il y a d'autres éléments aussi qui ont été mis en place, c'est continuer dans la dédollarisation des échanges entre les pays, et ça c'est extrêmement important, puisque le dollar est un élément et un instrument direct de la domination américaine dans le monde, notamment par tous ces mécanismes extrajudiciaires, c'est-à-dire que dès que vous utilisez un dollar, vous tombez sous juridiction américaine, peu importe le reste. Et ça a donné énormément de poids au département de la justice, notamment pour attaquer des entreprises françaises, comme on l'avait vu à l'époque aussi avec Alstom, etc.
Donc, il y a effectivement des mécanismes parallèles qui se mettent en place. Ça ne veut pas dire que et la Chine, et l'Inde, et la Russie partagent exactement la même vision du monde sur toute chose. Ça ne veut pas dire que ce soit des alliés en tout, mais ça veut dire en tout cas que ce sont des pays qui tentent de remettre en place une certaine autonomie, qui tentent de remettre en place une souveraineté et qui veulent avoir le droit de défendre leur intérêt national. En tout cas, qui veulent placer leur intérêt national au-dessus de l'intérêt global. Et c'est en cela justement où ces pays présentent un danger pour le système de globalisation tel qu'il est mis actuellement. Alors, quand on parle de ce monde multipolaire, si on le voit d'une façon dynamique, dans ce cas-là, il présente effectivement un intérêt phénoménal parce qu'on ne va pas pouvoir passer directement d'un système de globalisation à un système d'État souverain. C'est un peu comme avec les drogués. Il faut quand même une phase pour sortir de l'accoutumance à la drogue, pour reprendre une énergie vitale et pour pouvoir reprendre sa vie en main. C'est exactement la même chose avec les pays. Il faut quand même les désintoxiquer du système de globalisation. Et pour cela, la phase intermédiaire du monde multipolaire présente un intérêt parce qu'il faut reconstituer des élites nationales qui vont pouvoir réinvestir les institutions nationales. Ces institutions, elles existent. Le problème, c'est que les gens qui sont dedans ne représentent plus les intérêts nationaux. Et pour changer ces élites, il va effectivement falloir un certain temps. Et en ce sens, le passage, je dirais, par la case obligatoire du monde multipolaire est une étape qui va nous permettre, en tout cas je l'espère, de revenir vers un système d'État souverain, qui est finalement le seul système dans lequel les gens pourront vivre avec des élites qui défendront leurs intérêts. Sylvain. Oui, on voit se concrétiser ce basculement. Alors, comme d'habitude, c'est pas j'appuie sur un bouton et puis pof, on change. Il y a effectivement une phase. On est dans la transition vers ce retour, parce que c'est un retour en arrière, une situation qui était celle des pays, notamment en Europe au XVIIIe siècle, l'ordre westphalien. Voilà, chacun développe ses intérêts, sa souveraineté. Des fois, il y a des conflagrations guerrières. Des fois, on règle ça par le biais du commerce. Et effectivement, et tout ça était soutenu par de véritables élites et pas simplement des oligarchies complètement vermoulues. Et voilà. Et donc, les pays comme la Chine reviennent à leur puissance antérieure, parce que les gens sont là, oui, les Chinois arrivent, non, les historiens de l'économie, je le disais encore hier dans mon bulletin, nous ont expliqué qu'à l'époque, au début de l'ère chrétienne, la Chine produisait déjà un quart des produits manufacturés sur Terre il y a plus de 2000 ans. Donc ils reviennent à ce qu'ils ont toujours été. Alors bon, à l'époque, c'était pas des grandes usines pour faire des iPhones, c'était plutôt des choses artisanales, mais néanmoins, ça représentait un quart de la production sur la planète Terre. Donc après, l'Inde, c'est pareil, elle prend enfin, je l'espère, sa place dans le concert des nations, vraiment en tant qu'entité unique, etc., avec un potentiel qui est monumental. Et ce qui est très intéressant avec ce trio Russie, Chine et Inde, c'est qu'il aspire derrière lui tout un tas de nations qui comprennent justement qu'il faut passer par ce sas de transition pour recouvrir leur souveraineté, ou la découvrir par rapport à leur histoire coloniale, et donc enfin s'affirmer dans le concert des nations, elles aussi. Et moi, ce que j'attends avec énormément d'impatience, en me frottant les mains, parce que pour moi, le pays qui, quand il va basculer complètement de ce côté-là, ça donnera le là de tout le reste, c'est l'attitude de Mohammed Ben Salman avec l'Arabie Saoudite, qui représente pour moi le pays qui a été le plus vampirisé dès le début de la guerre froide par les États-Unis, pour n'obéir qu'aux États-Unis et servir le dieu pétrodollar. Moi, le jour où l'Arabie Saoudite rentrera dans les BRICS, je pense que là, on passera de la phase du sas de transition à l'autre monde. Vous êtes bien optimiste, mon cher Sylvain. Je regardais hier je sais pas si c'est hier qu'il l'a publié, Pascal Boniface, la carte du monde vue par Trump. Je sais pas si vous l'avez vue. Vous l'avez vue, j'essaierai de la retrouver et de l'insérer. Vraiment, c'est la réalité finalement. Donc c'est une carte, c'est la carte du monde, et puis sur chaque pays, en fait, c'est la manière dont ils voient. Donc les gentils, les méchants, le copain. Poutine, c'est le copain, c'est le bon copain, je crois. Donc j'essaierai de la mettre. Mais juste pour juste le mot de la fin, est-ce que
Est-ce que cette rencontre-là qui a eu lieu entre tous ces pays asiatiques, est-ce que c'est un pied pour Vladimir Poutine, est-ce que c'est un pied de nez fait à Trump suite à la rencontre qu'il a eu lieu, qui a eu lieu il y a 3 semaines, on en parlait au tout début. Je vous pose la question parce que j'ai reçu Nicolas Conquer, qui est le représentant des Républicains en France, et qui m'a dit que derrière cette rencontre entre les deux, derrière cette rencontre bipartite, c'était surtout l'objectif pour Trump d'éloigner la Russie de la Chine. Et on voit qu'en fait, c'est tout le contraire sur le terrain. Karine. Je suis pas certaine parce que cela a été préparé, je dirais, de manière complètement différente. C'est-à-dire que ce sommet ici avec la Chine, l'Inde, les pays d'Asie, etc., ça rentre dans une ligne stratégique diplomatique profonde qui nécessite un véritable travail de préparation, et je vous assure que le ministère des Affaires étrangères ici il bosse. Donc et il se prépare pas simplement ça en vrac au dernier moment. À la différence de la rencontre entre Poutine et Trump, qui a été pas mal critiqué ici d'ailleurs au niveau de la préparation, puisque ça a été fait un petit peu quand même à la va-vite, un petit peu au dernier moment. Bon, finalement, ça s'est bien passé, mais on va dire que ça fait pas sérieux, surtout après quand on voit derrière nos chers dirigeants, entre guillemets, européens, parce que eux, en tout cas, se considèrent comme des dirigeants, c'est-à-dire des dirigeants pour le monde global, et ça aussi, c'est un qualificatif intéressant, c'est qu'ils représentent pas les peuples, mais ils représentent parfaitement les élites qui nous gouvernent, malheureusement. Et ils sont venus courir pour une réunion de travail. Donc d'un côté, vous avez des dizaines de pays qui se réunissent autour de la Russie, de la Chine, etc. Et c'est un grand sommet international. D'un autre côté, vous avez pas moins forcément de dirigeants qui se réunissent à Washington, et c'est une réunion de travail. On va dire que ce sont des visions du monde effectivement extrêmement différentes. Le résultat a été différent, le résultat a été flagrant. D'un côté, vous avez le monde multipolaire, d'un autre côté, vous avez la soumission. Donc, ce sont deux visions du monde complètement différentes. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une question de réponse. La Russie a, sur la scène internationale, quand même une vision stratégique de développement de son activité qui va bien au-delà de la question des contingences de Witkoff, qui a besoin de faire quelque chose pour son patron, parce que son patron a besoin aussi d'exister à un autre niveau que Macron, mais finalement, c'est à peu près la même chose. Et Sylvain, je vous laisse terminer. Non, bah c'est clair que ce qui s'est joué avec la réunion de l'OCS, puis ensuite la célébration du 80e anniversaire de la victoire en Asie-Pacifique, ça s'est pas préparé, je sais pas moi, fin juillet pour là. C'est des travaux de long terme, c'est des réunions qui sont programmées depuis des années avec une régularité pour déboucher justement sur des accords voilà très importants, des développements diplomatiques. Là, quand on voit ce qui va se régler entre Inde et Chine autour des problèmes frontaliers dans le Ladakh, etc., on discute pas de petites choses. Hein. Là, on est vraiment dans le cœur du réacteur de la diplomatie entre grands acteurs étatiques. Et donc, c'est pas une réponse au sommet d'Anchorage, pas du tout, parce que c'était prévu déjà depuis bien longtemps. Le sommet d'Anchorage, il est venu, si je veux être un peu vulgaire, comme un cheveu sur la soupe au milieu de tout ce calendrier diplomatique du reste du monde. Et donc de près de la moitié de l'humanité, plus de la moitié de l'humanité, puisque les gens qui sont à l'OCS aujourd'hui, là, représentaient plus de 4 milliards d'habitants de la Terre. Donc voilà, c'est effectivement, il y a eu cette réunion supplémentaire à l'agenda de Vladimir Poutine d'aller à Anchorage. Ça lui a permis de saluer la mémoire des combattants soviétiques qui sont enterrés là-bas, de rappeler, et puis de saluer aussi la communauté orthodoxe d'Alaska, et puis voilà. Mais c'est dans ce sens-là des hiérarchies qu'il faut voir. C'est pas Vladimir Poutine s'est précipité à Pékin pour dire à Trump non, j'ai fait un pivot asiatique. Les gens doivent revenir, hein, j'insiste toujours là-dessus. Le pied de nez, il a eu lieu le 4 février 2022 à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver en Chine, quand il y a eu cette déclaration commune entre Xi Jinping et Vladimir Poutine pour dire au monde occidental: votre monde selon vos règles,
nous n'en voulons plus. Voilà, ça c'est l'acte 1 pour dire on veut plus entendre parler de votre histoire de règles à géométrie variable, je reconnais la souveraineté du Kosovo mais je reconnais pas le Donbass, etc., etc. On n'en veut plus. Voilà, c'est là qu'il y a eu le pied de nez et depuis lors, il n'y a pas eu de retour en arrière entre d'un côté la Chine et la Russie et puis tous ceux qui veulent aller dans ce sens-là et les États-Unis de l'autre avec ses laquais européens. Bah, c'est en tout cas ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux, de se dérouler en tout cas sous nos yeux. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, je pense que vous le savez. Hein. Merci à tous les spectateurs aussi de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et puis je rappelle juste rapidement que la revue confidentielle, enfin le lien de la revue confidentielle géopolitique profonde sera sous la vidéo, donc pour vous abonner. Voilà, vous retrouverez un article mensuel maintenant de Sylvain Ferreira. Je crois que vous êtes devenu un habitué, apparemment. Oui, oui. Donc chaque mois, vous retrouverez un article de Sylvain Ferreira. Merci. Si vous avez un dernier mot, n'hésitez pas. Non, merci à vous de nous inviter régulièrement. Merci pour vos analyses. Hein. Toujours un plaisir. Merci Karine, merci Sylvain, et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.